Voilà, parfait, très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière? Ben, on Juste un était petit à la rappel. page On était à la page 61. 60, 60-61. exactement. Oui. Et de quoi est-ce qu'on a parlé? La conception, la perception. Ouais, voilà, la différence entre la conception, la perception, leur manière de voir le monde. Oui. Tout à fait, excellent, très bien. Et donc, si vous deviez donner des différences majeures entre la conception et la perception, ce serait quoi? C'est l'accès à l'objet, soit direct, soit par exclusion. Oui, tout à Oui. fait. C'est une très bonne façon de les distinguer, en effet. Mais qu'est-ce qu'on pourrait évoquer d'autre, par exemple? Que la perception, elle est limitée à ce qui existe, Oui, alors que la conception, elle peut réfléchir aux caractéristiques. oui, tout à fait, exactement. Salut Rachel, on est en train de faire Bonjour un tout le interro. monde. Bonjour Dimpa. Coucou. On fait une interro surprise sur ce qu'on a fait la semaine dernière. Ah, je suis arrivée trop tôt. Et la perception, la perception, elle vise les impermanents, la conception, les permanents. Permanent. Oui, il y a de ça aussi, il y a de ça aussi. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais la perception unifie. Moi, j'aime bien ça. Oui, la Alors, perception. la conception, elle est erronée parce que Mais la perception, elle n'est pas forcément valide. la Oui, perception n'est pas forcément valide. Elle est directe. elle est directe. Oui, très bien. Waouh, il y a beaucoup de choses là-dedans. Ok. Donc, si on devait, en effet, si on devait reprendre tout ce que tout ce que vous avez dit, on pourrait dire que euh, on a d'un côté donc la perception. La perception, en effet, elle s'engage de manière collective ou de manière affirmative. Ça veut dire que tout le faisceau d'informations de l'objet vient apparaître à la perception. Ouais, très bien. Alors que, en effet, la conception, elle s'engage par exclusion. Elle, elle n'envisage que l'objet lui-même et pas toutes ses caractéristiques. Donc, elle exclut beaucoup de choses, en fait. Elle est très pauvre en comparaison. Très bien. Et on pourrait dire que le domaine de la perception, euh, le- le- les apparences qui se manifestent à la perception, c'est nécessairement des vérités ultimes. On est toujours chez les Sutrantika, hein, ouais. Oui. Oui, 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 oui. C'est des vérités ultimes. Des vérités ultimes, pourquoi? Parce que elles se manifestent à des consciences ultimes, des consciences non erronées. Ouais. Alors que la conception est nécessairement erronée. Donc les objets apparents des conceptions, c'est uniquement les permanents. Les objets apparents de la conception, c'est uniquement le règne de la permanence. Parce que, en fait, pour Acharya Dharmakirti, les permanents, c'est des sous-existants. C'est des phénomènes généralement caractérisés, c'est des vérités conventionnelles. Conventionnelles pourquoi? Parce qu'ils existent, mais c'est des sous-existants. C'est une sous-catégorie des existants et ils ont une existence un peu fantomatique en comparaison aux impermanents purs et durs qu'on voit, qu'on touche, etc., etc. Ouais, ça vous parle? Oui. Mhm. Très bien. Donc, vérité ultime. Les vérités ultimes sont les objets apparents des consciences ultimes, donc les consciences non erronées, les perceptions directes. Et les vérités conventionnelles sont les objets apparents des consciences erronées, les consciences conceptuelles. Ouais. Oui. Donc, une conscience conceptuelle est nécessairement erronée. OK. Et ça veut dire qu'une conscience erronée, c'est une conscience qui se trompe à l'égard de son objet apparent. Oui. C'est-à-dire que quand on pense à une table, le concept de table donne l'apparence d'être une table, mais n'est pas une table. Voilà. Et ce qu'on va voir, c'est qu'aujourd'hui, avec ce qui suit dans le texte, c'est qu'il y a aussi ces fameuses exclusions, les exclusions ou les éliminations, on va dire les exclusions. On va dire que on a les exclusions qui sont impermanentes
et on a des exclusions qui sont permanentes. Donc là, ça revient au même par rapport aux vérités, les deux vérités. Les vérités ultimes sont nécessairement impermanentes pour les autres antiquaires qui suivent le raisonnement, et les vérités conventionnelles sont nécessairement permanentes. Donc ça veut dire que les exclusions impermanentes sont des vérités ultimes et les exclusions permanentes sont des vérités conventionnelles. Donc une fois qu'on a dit ça, on a vraiment un fossé presque infranchissable entre ces deux royaumes de la perception directe et de la conception. Mais en fait, justement, ce qu'on essaie de voir avec les exclusions, avec comment est-ce que la conscience s'engage de manière par exclusion, etc., par élimination, la conscience conceptuelle, tout ça, ça doit mener à une certaine compréhension. Ça doit mener au fait que la conscience conceptuelle, en effet, elle est comme ce cavalier paralytique qui voit très bien, mais qui n'a aucun contact avec la boue, alors que la perception, qui est le cheval aveugle, lui, il a les pieds dans la boue, mais il ne voit pas où il va. Et donc, il faut qu'il y ait une corrélation entre ces deux, parce que si on avait d'un côté que la perception pure et dure, sans contenu informatif, on aurait en face de nous quelque chose de carré et quelque chose d'orange, et c'est tout. Et donc, ce serait compliqué de dire qu'on réalise visuellement une table, parce que quelque chose de carré qui est orange, de couleur orange, c'est très difficile de dire que ce serait une table. Donc si on dit que la perception directe, elle ne s'occupe que des caractéristiques, comment dire, très basiques, à ce moment-là, comment est-ce qu'on pourrait dire qu'une perception directe, visuelle, réalise une table? Il faudrait qu'il y ait une conception qui soit là, et cette conception va inclure cet objet carré et orange dans la généralité table. Cette conception va dire ceci, ce phénomène spécifiquement caractérisé, cette vérité ultime qui est en face de nous, est englobé par une généralité table. Et ça c'est la conception qu'il fait. Donc ça veut dire que sans la conception, la perception est stupide. Elle ne comprend pas ce qu'elle voit. Et la conception est très intelligente, mais elle n'a pas un accès direct à la réalité. Donc c'est pourquoi on a besoin de cette association des deux. Donc ça, c'est la première lecture vraiment basique de Dharmakirti qui dit que la perception est stupide, en fait. Et les Sakyapa vont suivre un petit peu cette lecture très littérale et vont dire, en effet, la perception directe est stupide, la conception est intelligente, mais elle est aveugle, en fait. Ou elle n'est pas... Oui, en effet, elle est aveugle, elle n'a pas un contact direct avec la réalité. OK. Et donc, comment est-ce que les grands maîtres indiens du bouddhisme vont essayer d'expliquer cette relation entre les deux? Justement, c'est pour dire que ce que conçoit la conception, c'est artificiel, c'est factice. Elle fonctionne par élimination, par négation. Et donc, une négation, sans la conscience conceptuelle, comment est-ce qu'on pourrait l'appréhender, en fait, de manière explicite? Une négation. Une négation, c'est notre conscience conceptuelle qui nie. Si on dit, par exemple, en face de nous, il y a une table, c'est affirmatif ou c'est négatif? Affirmatif. C'est affirmatif. Si on dit, en face de nous, il y a une table qui n'est pas de couleur bleue, c'est affirmatif ou négatif? Affirmatif, négatif. Les deux. Oui, c'est les deux. Donc, c'est une négation affirmative. Ouais. On dit cette table qui n'est pas de couleur bleue, on nie la couleur bleue et on affirme la table. Ouais. Et en fait, en face de nous, qu'est-ce qu'on a? On a simplement une table orange. Donc, la perception visuelle, elle n'a pas besoin de se préoccuper de nier quoi que ce soit. Ouais. La perception visuelle, elle ne nie rien. C'est la conception qui dit cette table qui n'est pas bleue, ou cette table qui n'est pas de couleur bleue. C'est la conception. Et donc, pour les épistémologues bouddhistes, cette conception, c'est le règne du factice, du fabriqué. Parce que Dharmakirti ne veut pas accepter qu'il y ait deux tables en face de nous. Il y a une table orange et une table qui n'est pas bleue. Il n'y a pas deux tables, il n'y a qu'une table, ouais. La distinction est purement conceptuelle et donc purement artificielle, purement imaginaire. En réalité, il n'y a qu'un objet. En réalité, il n'y a qu'un objet, un objet impermanent, une vérité ultime, pure et dure, etc. Mais la table qui n'est pas bleue, qui est conceptualisée, il
il y a quelque chose de factice, parce qu'on nie conceptuellement. Et donc, si on nie conceptuellement, on est dans le règne du fabriqué. Ça va jusqu'à maintenant? Oui. Ouais, Oui. très bien. Mais il faut qu'il y ait une relation entre les impermanents purs et durs et les conceptuels, le domaine du conceptuel, du permanent, etc. Il faut qu'il y ait une relation entre les deux. Sinon, notre raisonnement, nos raisonnements, nos conceptualisations n'auraient aucune base dans la réalité. Mhm. On serait totalement en roue libre, on penserait à plein de trucs, etc. Mais on n'aurait aucun appui dans la réalité pure et dure des impermanents. C'est pour ça que Dharmakirti dit, si on doit faire une inférence, une déduction logique valide, elle doit nécessairement reposer sur du constat valide, du constat direct valide. Mhm. Sinon, tout simplement, une théorie chasse une autre théorie qui chasse une autre théorie, et on est purement dans les sphères conceptuelles sans aucun lien avec la réalité. Et donc là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir comment est-ce que notre conscience conceptuelle, malgré tout, elle a un ancrage dans la réalité, grâce à ces fameuses exclusions. Ouais? Oui. Ouais, très bien. Ok, donc on va essayer de voir ça. On va essayer de voir ça. Donc c'est page 61 en effet, en bas. Donc on reprend un petit peu le paragraphe. Là, il dit, prenons l'exemple de mes deux mains. Pour un bouddhiste, cette main est une main. Cette autre main est une main. Mais il n'y a pas un troisième objet qui soit commun aux deux et qui soit la main, ou la propriété, ou le fait d'être une main, la manéité, ou je ne sais comment l'appeler. En anglais, on dit handhood. On avait vu la dernière fois. En tibétain, on dira lakpani. Ça veut dire vraiment le substantif lui-même pur et dur, on pourrait dire. Donc la généralité main, on pourrait dire. Mhm. Donc, comme pour les bouddhistes, il n'y a pas d'universel réel, donc d'universel de généralité, parce que ces généralités, c'est du domaine de la conception. Il n'y a pas de généralité réelle en dehors des choses elles-mêmes. Le problème se pose en ces termes. Comment expliquer cette relation universelle entre les choses? Qu'est-ce qui fait que on va dire que cette table euh, est la copie conforme de cette autre table qui sont dans le temple. On a des tables qui se ressemblent, je vais vous le montrer, parce qu'à chaque fois je vous parle des tables oranges, et là, vous les voyez. Donc, qu'est-ce qui fait que cette table à gauche est la copie conforme de la table à droite? Qu'est-ce qui fait qu'on associe ces deux tables comme étant dans le même ensemble, la même généralité table? Et on pourrait même réduire cette généralité à ces tables du temple de Nalanda, du vieux temple de Nalanda. Ces différentes tables qui sont dans le vieux temple de Nalanda. C'est-à-dire qu'on a une généralité là. On a une généralité table du temple de Nalanda et on a des instances, on a des spécifiques, des phénomènes discrets, des vérités ultimes pour les Sutrantika. Il n'y a que ça qui existe vraiment, ces tables-là. Et la généralité, là, c'est le problème. Qu'est-ce qu'une généralité? Est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce que c'est un phénomène permanent? Et donc, il y a beaucoup de débats là-dessus, énormément, énormément. Malgré tout, il y a quand même quelque chose qui, en nous, naturellement et spontanément, va associer ces tables ensemble. Si on devait avoir un exercice, je ne sais pas moi, il y a des exercices comme ça en psychologie ou en pédagogie, etc., où on dit aux enfants, on dit voilà, essaye de réunir les objets similaires dans un même ensemble. Et bien spontanément, on rangera toutes les tables ensemble. Ouais. Parce qu'elles se ressemblent énormément, parce que elles partagent une même tabléité, une même tableté. Elles sont les instances spécifiques d'une généralité table ou tabletée, etc. Et donc ça, qu'est-ce qui fait que on les associe les unes avec les autres? Là, c'est la conception, en fait. Oui. Ouais. Mais malgré tout, c'est vrai que dans ces écoles Sotrantika, ils parlent d'un même type d'isolat. Donc, vers la fin des débats sur les causes et les effets, dans le Yongzin Dura, ils parlent de un et différent, un même type d'isolat, etc., etc. Et il y a justement le même type d'isolat d'un phénomène impermanent. Et donc, c'est des phénomènes qui ont la capacité d'engendrer dans l'esprit, spontanément, dès qu'on se dirige vers eux, cette pensée, ceci est comme cela.
Donc, c'est des phénomènes impermanents qui, de leur propre côté, pour Sotrantika, ont la capacité d'engendrer la conscience de similarité. Oui. C'est-à-dire que cette table est très similaire à cette autre table. Et donc ça, on n'y peut rien. C'est la conception n'y peut rien. Ça, c'est déjà de l'ordre de la perception. Donc c'est pourquoi les épistémologues bouddhistes vont dire bah, la conception ne fait que révéler une généralité qui existe déjà là, d'une certaine manière. Ça veut dire que cette table ressemble à une autre table, et donc qu'est-ce qu'elle partage en commun? Le fait d'être une table, l'identité de table. Ouais, très bien. Donc il y a déjà une similitude du point de vue de la perception. S'il n'y avait pas de similitude du point de vue de la perception, on ne pourrait pas dire que ce serait le même type d'isolat. Par exemple, entre cette table et une personne, est-ce qu'il y a quelque chose en commun? Non, Dans Non. la perception, oui. Non, dans la perception, non. non, Non, ils non. sont pas semblables. Il n'y a pas de Réalisation, Et dans la conception, oui, si on réfléchit, peut-être qu'on trouvera quelque chose. Mais dans Voilà. la perception, pas du tout. c'est-à-dire, oui, c'est des choses, mais ce n'est pas des, dans la réalisation de la perception qu'on en a. pas des instances d'une même généralité. Voilà. Si on prend la généralité impermanent, Ah oui, Ah, c'est la même Ah oui, généralité, sauf que la perception ne réalise pas l'impermanence, voilà. voilà, c'est ça. par exemple, où la perception ne se pose pas la question. En effet, on pourrait dire que qu'est-ce que nous avons en commun, la personne et la table, d'être des choses impermanentes, d'être des produits, des vérités ultimes, des existants, des non-soi, etc., etc. Ouais. Et donc ça veut dire que si on commence à chercher avec la conception, si on commence à chercher une similarité ou quelque chose qui est partagé en commun, une généralité, à ce moment-là, la conception va en trouver beaucoup. Mais spontanément, c'est pourquoi Jordan a dit, bah non, il n'y a rien. Spontanément, pour la perception, il n'y a rien dans la table et dans la personne qui engendre dans la conscience de la personne qui perçoit directement, bah, ceci est comme cela. Il n'y a rien qui engendre une similarité entre les deux, perceptuellement. C'est ça qui est intéressant. Mm. Ça veut dire que spontanément, on ne va pas se dire, bah, une table, cette personne ressemble à une table. Spontanément. À moins que cette personne soit née à Fukushima ou je ne sais pas. Oui, à moins qu'elle ait réalisé l'impermanence subtile. À moins de, en effet, à moins de réaliser l'impermanence subtile, à ce moment-là, notre perception, mais ce ne sera pas une perception visuelle, le problème c'est que ce sera une perception yogique. Ouais. yogique. Ouais, yogique. Mais c'est vrai que si on parle d'une perception visuelle, là, c'est difficile de dire qu'une table ressemble à une personne et vice-versa. Par contre, et donc que la table partage quelque chose de commun avec la personne. Alors que pour la conception, on en trouve beaucoup des généralités qui réunissent ces deux objets. Ouais, impermanent, vérité ultime, chose produite, existant, etc. Donc finalement, c'est deux trucs qui, au départ, spontanément, nous semblaient vraiment, comment dire, inconciliable, finalement, pour la conception, c'est plutôt facile. C'est plutôt facile. On peut trouver beaucoup de généralités qui imprègnent ces deux instances. Très bien. Donc c'est là où on voit qu'il y a une différence immense. Et donc, si on dit que c'est la conception qui révèle ces généralités, on serait tenté de dire que généralité égale phénomène généralement caractérisé. Généralité égale permanent. Généralité égale factice ou égale vérité conventionnelle pour les Sautrantika. On serait tenté de dire ça. Il y en a qui seraient tentés de le dire. Par exemple, chez les Sakyapa. Chez les Sakyapa. On va dire que nous, on a dit jusqu'à maintenant les swalakshana, les phénomènes spécifiquement caractérisés, c'est ça les vérités ultimes. Ouais, ils sont caractérisés de quelle manière? Ils sont spécifiques de quelle manière? C'est swalakshana, c'est vérité ultime des Sautrantika. Une Ils ont table, une par exemple. Ils ont une fonction. Oui, tout à fait. Ils ont une fonction, très bien. Très bien. Ils En sont, effet. Donc, spécifiquement oui, ils sont spécifiquement caractérisés. voilà. Et spécifique selon quelle modalité, en fait? Pardon. Il y a, il y a, il y a une il y a une spécificité ou plusieurs spécificités? Est-ce qu'ils sont spécifiques selon uniquement leur durée, par exemple? Selon leurs caractéristiques différentes. Ouais, exactement. Exactement. Mais on pourrait dire qu'ils ont des caractéristiques similaires aussi. Par exemple, ce sont deux tables orange qui ont une même couleur orange, non? Oui. Oui, mais ils existent de leur propre côté. Et voilà, elles existent de leur propre côté.
Exactement. Donc, exister de leur propre côté, ça veut dire quoi? Chez les Sautrantika, ça veut dire être spécifique selon 3 modalités. Le temps, le lieu, enfin, ou l'espace Oui. et la nature? Voilà, Ouais. exactement, tout à fait. Exactement. Le temps, la temporalité, donc la temporalité, la localisation spatiale et la nature. Donc, c'est vraiment très spécifique pour ces objets-là. C'est vraiment très spécifique. Donc, ça veut dire qu'on ne peut mettre aucune autre table à la place de cette table. Ce qui arrive à une autre table n'arrive pas nécessairement à cette table-là, elle a sa propre durée. Et cette table-là est vraiment l'exclusion de toutes les autres, même celles qui lui ressemblent. Ouais, très bien. Donc, elle est vraiment spécifique. Donc, c'est ça un phénomène spécifiquement caractérisé, c'est une vérité ultime pour les Sautrantika qui suivent le raisonnement. C'est ça les vérités ultimes. C'est les existants purs et durs. Très bien. C'est les briques de l'univers. Mais les généralités, dès l'instant où c'est plus vraiment spécifique, c'est là où on serait tenté de dire, dès l'instant où c'est plus spécifique selon ces 3 modalités, ça devient des vérités conventionnelles. Vous êtes d'accord? Ouais. Oui. Et donc, ça veut dire que si c'est plus spécifique selon ces 3 modalités, c'est nécessairement une vérité conventionnelle et donc c'est nécessairement permanent. Oui, ben on va dire Et non, oui. parce que vu la tête, Oui. c'est non. Oui, mais il faut se méfier. Don't Ah, trust my on est face. il y a un piège. C'est ce que dit Vénéral Geshe Damdul. Don't trust my face. C'est ça. Très bien. Donc, en effet, on serait tenté de se dire, si ce n'est pas spécifique selon ces 3 modalités, si c'est général, à ce moment-là, ça devient un phénomène généralement caractérisé, un samanya lakshana, une vérité conventionnelle, un phénomène permanent. Donc, si on suit une première lecture de Acharya Dharmakirti, on sera tenté de dire oui, c'est comme ça. Mais chez les Gelugpa, on va dire non. Une généralité n'est pas équivalente à un phénomène généralement caractérisé. Ça vous parle? Exemple, Exemple, la généralité chose. Est-ce que c'est un phénomène généralement caractérisé? Ça veut dire est-ce que c'est permanent? Il s'ensuit que chose est permanente parce que c'est une généralité? Non. Non. voilà. Bah, en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut regarder à l'intérieur de la définition de généralité et voir qu'il y a des instances, et ce sont les instances qui sont spécifiquement caractérisées. Et c'est Exactement. ça qui fait que la généralité ne peut pas être un Samanya Lakshana. Oui, On peut exactement. dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça, tout à fait. Si on est Gelugpa, on dira ça comme ça, exactement. C'est-à-dire qu'on Et dira que... Oui, Oui, mais on alors les dira que... Sautantrika, ils vont dire quoi, eux, du coup? Si les Alors, Gelugpa disent ça. si on est Gelugpa interprétant le Sautrantika, Ah oui, d'accord. oui, parce que les Gelugpa, c'est un ordre tibétain, l'un des 4 Oui, bien sûr, ordres, oui. etc. Et donc, chaque école tibétaine va interpréter Acharya Dharmakirti, etc. Donc, c'est vrai que souvent, on met en opposition surtout les Gelugpa et les Sakyapa. Les Sakyapa ont une lecture très littérale de Dharmakirti, et donc, ils ne vont pas bouger beaucoup de virgules. Alors que les Gelugpa vont être un petit peu plus libres par rapport à ça, et vont dire, par exemple, si on prend la généralité table, est-ce que toutes les instances de la généralité table sont impermanentes? Oui. Ah oui. Non, la loi de Hendrick, alors. Et donc, ça voudrait dire que la généralité table, elle serait permanente ou impermanente? Elle est impermanente. Non, non. La loi de Hendrick, alors. Là, il nous a coincé. Attends. D'ailleurs, il vous salue bien, je l'ai croisé l'autre fois. Est-ce qu'on pourrait dire le concept est permanent, Ah. mais les instances sont impermanentes? C'est l'histoire Alors, du riz bio Je sais et pas bio. Oui, donc c'est l'histoire du riz bio et pas bio, etc. Non, parce que des tables permanentes, il n'y en a pas. Oui, Non, Il n'y a pas de table non, permanente. il n'y a pas de table permanente, non. donc Et toutes les pourtant, la instances. généralité table, elle est permanente? Non, Alors, c'était ma question. Eh oui, c'est ça. parce qu'elle est permanente, cette généralité table. Alors, La généralité table, elle exclut tout le reste de ce qui n'est pas table. oui. Donc, Vas-y. donc, ça débouche sur rien. Donc, Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se pose la question, c'est que c'est cette même question qui se sont posées pendant des siècles. Et nous, on se la pose pendant 1 minute.
Oui, alors ils ont trouvé quoi? Eh bien, ce qu'ils ont trouvé, c'est que c'est très, très compliqué. Il y a tout cet ouvrage de Geshe-Dreyfus qui s'appelle Recognizing Reality, qui tourne autour de ça. Et donc, c'est un Agatha Christie épistémologique. Parce que justement, il cherche pendant des pages et des pages, mais c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. C'est vraiment un Agatha Christie épistémologique. Et donc, il essaie de trouver des réponses. Est-ce qu'une généralité, c'est permanent? Est-ce que c'est impermanent? Et donc, il prend différents auteurs. Et parfois, on a tendance à changer d'avis à chaque page. Parce que Et pour qu'elle soit impermanente, il faudrait qu'elle change d'instant en instant, cette il généralité. faut, oui. Il faudrait qu'elle change d'instant en instant, si elle était impermanente. Cette Voilà. Oui. Or, elle ne change pas d'instant en instant, puisqu'elle garde ses... Elle ne change pas d'instant en instant. La généralité table. Pour qu'elle soit impermanente, il faudrait qu'elle change d'instant en instant. Oui. Et est-ce qu'elle change d'instant en instant ou pas? Alors là, question. Moi, j'ai Bah, envie de dire en oui. tout cas, ces critères ne changent pas d'instant en instant. Maintenant, elle, je ne sais pas, étant donné que c'est de la conscience, elle change forcément d'instant en instant. Qui ne change pas. Est-ce que la généralité est de la conscience, la Non. généralité Et est comme de la elle est produite, ah ben merde. Oui, est-ce qu'elle est produite par la conscience, si elle est produite, elle est impermanente. Alors là, on ne parle pas de la généralité de sens, hein, attention, hein, on parle de la généralité table, faites attention. Hein. La généralité de classe. Oui, exactement, la généralité de classe, la catégorie table, cette généralité table qui imprègne toutes ces instances, et pour les bouddhistes, elle n'existe pas en dehors de ces instances, elle recouvre toutes ces instances, oui, puisque c'est la définition d'une généralité. C'est Rangi Selwa, la Jesujo Eche, un phénomène qui imprègne toutes ces instances, toutes ces manifestations. Et la généralité table, elle n'existe pas en dehors des tables, elle est une même entité substantielle avec table. Oui. Oui. C'est-à-dire que si vous voyez une table, est-ce que vous voyez table? Si vous Non, on voyez, voit que cette table. Non, mais si les tables disparaissent, il n'y a plus de généralité table. Oui, ça veut dire que si on voit cette table et qu'on ne voyait pas table, comment est-ce que notre conscience visuelle verrait une table? Si notre conscience visuelle voit, on pourrait dire, si notre conscience visuelle voit la couleur de cette table, notre conscience visuelle voit couleur, puisqu'elle Non. voit une couleur. Si on voit une couleur, on ne voit pas couleur. Ah bon? En perception visuelle. En perception visuelle, on ne voit pas couleur. Alors ça veut dire que notre conscience visuelle n'appréhende pas de couleur, pas aucune couleur. Si, mais elle ne voit pas la généralité couleur. Ah bon? Donc ça veut dire que la généralité couleur et l'instance, cette couleur-là, ne sont pas une même entité substantielle. Ça veut dire qu'on a couleur quelque part qui existe dans l'espace et les instances de couleur qui sont séparées de la généralité couleur. C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est interdépendant. la table disparaît, la généralité disparaît. Si la généralité disparaît, est-ce que la table disparaît? Alors voilà, si cette table-là en particulier disparaît, la généralité table ne disparaît pas. Non. Elle continue d'exister, elle continue de survivre à cette table parce qu'il y a d'autres tables, ouais. Oui. Donc Oui. c'est interdépendant, comme dit Christine, en effet, c'est interdépendant. Cette interdépendance, elle fonctionne surtout dans l'autre sens. Si la généralité table disparaissait, comment est-ce que les instances de table pourraient survivre? Elle ne survivrait pas non plus. Exactement, donc elles sont une même entité. Et donc elles sont une même entité, c'est-à-dire qu'elles partagent une même nature. Elles ne sont pas séparées par la conscience visuelle. Si elles n'apparaissent pas séparément à la conscience visuelle, elles sont une même entité substantielle. Oui. Et est-ce que c'est Oui. substantiel? Parce que pour que ça soit substantiel, il faut que les deux soient impermanents. Ah, il faut que les deux soient impermanents. C'est-à-dire que comment est-ce que couleur pourrait apparaître à la conscience visuelle si elle était permanente? Ah non, Voilà, cette couleur en particulier est nécessairement impermanente, donc elle apparaît à la conscience visuelle, mais la généralité couleur, si elle était permanente, elle ne pourrait pas apparaître à la perception visuelle. mais en fait, est-ce que la généralité couleur apparaît à la perception visuelle? C'est ça que je ne comprends pas. En fait,
c'est tout le problème de ces siècles de discussion sur les généralités, etc. Certains vont dire non, ce n'est que l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Ouais. Et d'autres vont dire, là, si on perçoit une couleur, on perçoit nécessairement couleur. Ah ça, moi, ça me paraît pas si évident que ça. Ouais, très bien. Parce que si tout d'un coup, tu viens apercevoir quelque chose que tu n'as jamais vu, tu es incapable de le foutre dans une généralité quelconque. Oui, malgré Donc, tout. la généralité de cette chose qui t'est inconnue, tu ne vas pas l'apercevoir en même temps que la chose. Tu vas pouvoir décrire la chose, mais tu ne vas pas pouvoir en percevoir sa généralité. Oui, c'est pour ça que pour percevoir, pour voir que certains objets ou certaines choses sont les instances d'une même généralité, il faut pouvoir certifier des caractéristiques communes. Voilà. Oui. Des caractéristiques communes. Et quand on parle de caractéristiques communes, c'est de ça qu'on parle quand on parle d'une généralité. Tout à fait, oui. Mm. Non, mais pour pouvoir percevoir quelque chose, il ne faut pas pouvoir connaître les caractéristiques communes. Si tu perçois quelque chose que tu n'as jamais vu, Oui. il ne peut pas le classer dans une généralité, c'est pas possible. Alors tu pourrais à la rigueur le mettre dans choses, Mais- objet matériel. Objet non identifié. Oui. Objet non identifié, oui, c'est Voilà. ça. Mais dans la tiroir non identifié, La d'accord. généralité Dans ovni. existant. Tu vas le mettre dans existant. Tu vas le mettre dans, encore que, tu vas le mettre dans existant si tu as une perception directe valide. Oui, oui, oui. Tu vas le mettre dans non-soi. Comme ça, tu es tranquille. Voilà. Exactement. Ça veut dire que tu peux le mettre dans objet d'une perception directe. Parce que tu perçois un truc, je perçois un truc, c'est un objet de perception. Et donc là, tu peux l'inclure dans différents types d'objets de perception. Donc, tu perçois la généralité en même temps que l'objet, ok. Normalement, oui. Enfin, mais ça peut être débattable, hein, puisque justement, ça fait des siècles qu'ils débattent là-dessus. Donc nous, on pourrait débattre pendant des siècles aussi là-dessus. Non, non, d'accord, je suis d'accord. Mais c'est intéressant de se poser la question parce que à un moment donné, dans The Geluk Kagyu Tradition of Mahamudra, vers la fin, je crois, du livre, Sasanté dit que c'est très important d'apprendre comment est-ce que les Abhidharmika, comment est-ce que dans ces écoles-là se posent les questions des généralités et des instances, puisque on voit après dans le Prasangika, dans l'école du Madhyamaka, on verra que les phénomènes, comment dire, le mode d'existence des phénomènes est très très ressemblant au mode d'existence des généralités en dépendance de leurs instances. Voilà, et voilà, et voilà. Et donc ça pose beaucoup de questions. Comment est-ce qu'une généralité existe? Est-ce qu'elle existe de manière pure et dure? Est-ce que c'est un phénomène permanent, etc. Et donc c'est vrai que certains sont tentés de dire que c'est permanent dès l'instant où c'est plus spécifique. Puisque où se trouve la généralité impermanent, par exemple, ou la généralité chose? Où se trouve-t-elle comme localisation spatiale? Ben, on ne sait pas. Et donc, si elle n'a pas une Elle n'a pas localisation. de caractère spécifique, donc elle est permanente. Ah, voilà, c'est ça le problème. Alors, elle Et n'a ça, pas les c'est- trois caractéristiques spécifiques des... Ouais. Voilà, voilà, c'est voilà. platonicien de dire que les idées existent. Quoi? C'est ça, les idées. On t'entend pas. Je disais que Platon disait que les idées existaient comme ça en dehors. Oui, c'est le même principe. Ce Oui, serait c'est le même principe. l'identité, oui. Ça veut dire que la généralité chose, on pourrait prendre la généralité impermanent, qui englobe tous les impermanents. Cette généralité impermanente, si elle était comme une idée de Platon, etc., elle n'aurait pas de localisation spatiale. Donc elle cesserait d'être un phénomène spécifiquement caractérisé. Donc elle deviendrait un phénomène généralement caractérisé. Il s'ensuivrait que la généralité impermanente est permanente. Ah oui, alors ça, c'est quand même compliqué dans la vie. Ouais. C'est ça c'est là où ça pose question. Donc, si on se dit, OK, la généralité impermanente, elle se trouve là où se trouvent ces instances, et comme ces instances sont spécifiques, ça va. Et donc, c'est pour ça on est obligé de dire que la généralité impermanente imprègne ces instances, et d'une même entité que ces instances. Donc la généralité table est impermanente alors? Voilà, ça c'est la conclusion des Gelugpa. D'accord. Bravo. Là, Bravo. c'est magnifique.
Ça veut dire qu'il y a une distinction fondamentale entre généralité ou universel, comme les appelle Geshe-Dreyfus dans Les Deux Vérités, généralité et phénomène généralement caractérisé. Ça veut dire qu'un phénomène peut être général et continuer d'être un phénomène spécifiquement caractérisé. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que la généralité impermanente, en effet, elle est générale. Pourquoi? Parce qu'elle englobe toutes ces instances. Donc, c'est immense. C'est immense, cette généralité impermanente. Elle n'est plus spécifique dans le sens aussi spécifique qu'une table. Elle n'est pas aussi spécifique qu'une table. Parce qu'une table, on la trouve là et pas ailleurs, etc. Alors que la généralité impermanente se trouve là où se trouvent ces instances, qui, elles, sont spécifiquement localisées, etc. Et donc, ça veut dire que la généralité impermanente est déjà plus générale que ces instances. Et donc, on serait tenté de dire, si elle est générale, elle cesse d'être un phénomène spécifiquement caractérisé. Ben non, elle continue de l'être. Parce que, spécifiquement caractérisé, si on prend la première lecture de Dharmakirti, il faut que ce soit vraiment très spécifique. Par exemple, pour les phénomènes visuels, il faut que ce soit juste quelques atomes, voire même un atome pour les Vaibhashika. Si on prend la lecture des Vaibhashika, un atome est une vérité ultime. Mais un agglomérat d'atomes est une vérité conventionnelle pour les Vaibhashika. Oui. Et pour les Sautrantika, on se dit, comment est-ce qu'un atome peut être perçu? Il en faut plusieurs pour qu'on voit quelque chose. Et donc, dès qu'on a un ensemble d'atomes qui est perceptible, à ce moment-là, on a une vérité ultime pour les Sautrantika. Oui. Mais cette vérité ultime, elle est déjà plus générale qu'un atome, puisque c'est un ensemble d'atomes. C'est déjà plus général. Donc, au début de Dharmakirti, ça s'arrête à ça. Et après, il va dire, bon, ok, il y a des phénomènes un petit peu plus élargis qui existent et qui sont des vérités ultimes. Par exemple, une table. Une table, c'est un phénomène spécifiquement caractérisé. On n'a pas arrêté de le dire depuis tout à l'heure. Mais si on compare une table et un atome, la table est beaucoup plus générale. Oui. D'ailleurs, c'est une généralité de collection. Donc, elle est générale. Et donc, malgré tout, pour cette lecture Sautrantika, elle reste une vérité ultime. Maintenant, si on prend le continuum de la table, il est très général aussi. Ce n'est pas cette table à l'instant T, c'est cette table qui dure aujourd'hui, cette année, pendant une dizaine d'années, etc. Ce continuum est beaucoup plus large, beaucoup plus général. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Et donc, malgré tout, on est obligé d'accepter chez les Gelugpa que ce continuum de la table qui dure 1 an, 10 ans, 20 ans, etc., reste un phénomène spécifiquement caractérisé. Oui. Parce qu'il est impermanent. Dès l'instant où c'est impermanent, c'est un phénomène spécifiquement caractérisé, c'est une vérité ultime pour les Sautrantika, même si c'est extrêmement général, même si c'est très grand. Par exemple, la généralité impermanente, la généralité étoile dans l'univers, etc. Les étoiles dans l'univers, c'est immense, c'est extrêmement général, mais ça reste impermanent et donc ça reste une vérité ultime, ça reste un phénomène spécifiquement caractérisé. Ouais. Et alors, les généralités de sens. Alors, une généralité de sens, là, c'est nécessairement un phénomène généralement caractérisé parce que c'est permanent. C'est pas vraiment permanent, ouais. Là, oui. Dès l'instant où c'est permanent, ils sont tous d'accord chez les Sautrantika et même, je dirais, pour les autres écoles, supérieures, pas les Vaibhashika, mais les autres écoles ont tendance à dire qu'en effet, une généralité de sens est temporairement permanente parce que justement, c'est une exclusion mentale. C'est là où on va en parler aujourd'hui. Il y a les exclusions qui sont des phénomènes spécifiquement caractérisés. Par exemple, cette table est l'opposé de toutes les autres tables. Oui. Cette table est l'exclusion de tout ce qui n'est pas elle. Et cette table reste impermanente. Donc cette table est une exclusion qui est un phénomène spécifiquement caractérisé. Ouais. Oui. Alors que quand on pense à cette table, notre généralité de sens, elle aussi, elle exclut tout ce qui n'est pas cette table. Donc c'est aussi une exclusion, mais c'est une exclusion mentale. Donc cette exclusion mentale, elle est permanente. D'accord. Malgré tout, il y a une corrélation immense entre l'exclusion de tout ce qui n'est pas cette table et à la pensée l'exclusion de tout ce qui n'est pas cette table. L'une est impermanente, l'autre est permanente. Malgré tout, il y a une ressemblance immense entre les deux. Oui. Et donc, c'est pourquoi notre conception a un ancrage dans la réalité.
quand on pense à cette table, notre pensée n'est pas venue de l'espace, comme ça, des non-existants, etc. Notre pensée reflète ce qui existe dans la réalité, au moyen des exclusions. Ouais? Ouais, ouais. Génial. Bravo, bravo. Bravo. Parce que ça, c'est vraiment passionnant. C'est ce qu'on va voir justement dans la suite. Il dit donc c'est le début. Donc il dit c'est en éliminant ce qui n'est pas impermanent et pas produit que l'on arrive à la connaissance de la relation nécessaire entre la production et l'impermanence. Ça veut dire que toutes nos réflexions logiques, nos raisonnements, etc., n'ont pas un, comment dire, il n'y a pas un fossé infranchissable entre notre conception et la réalité. Au contraire, bien au contraire, notre réflexion, notre raison, nos concepts sont un reflet très pauvre et très fade par rapport à la réalité, mais c'est quand même un reflet de la réalité. Notre pensée peut accéder à la réalité. Et donc, c'est pourquoi penser, réfléchir, analyser la méditation analytique qu'on trouve dans le bouddhisme dans son ensemble a une raison d'être. Parce que si la pensée, entre la pensée et la réalité, il y avait un fossé infranchissable, ça servirait à rien de penser. Ce serait contre-productif. Et donc, on serait en train de faire des raisonnements, etc., qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et en fait, si, il y a des liens entre la réalité et notre pensée, c'est pourquoi il est nécessaire de réfléchir. Ouais? Ok. Très bien, il dit c'est donc le début de la réponse bouddhique. Ok, donc là il va voir qu'il y a des objections du point de vue des hindous. Il dit, quand cette théorie a été produite, les hindous ont immédiatement réagi en disant qu'il n'est pas évident que la pensée soit négative, parce que quand on pense à cette table, on pense à l'exclusion de ce qui n'est pas cette table. Si je réfléchis à la façon dont je pense, il n'est pas évident que je procède négativement. C'est une des grandes objections hindoues à la théorie bouddhique. Une autre objection hindoue consiste à dire que la théorie est circulaire, puisque pour avoir le non-X, il faut connaître le X. Il y a un cercle vicieux, puisque pour connaître le non-X, il faut connaître le X, et que pour connaître le X, il faut connaître le non-X. Pour connaître table, il faut connaître non-table, et pour connaître non-table, il faut connaître table. Et donc, ce sont là les deux grandes objections que les penseurs hindous ont formulées contre les théories bouddhiques. À partir de Acharya Dignaga et jusqu'au moins au 8e, 9e siècle, les penseurs bouddhistes vont essayer de résoudre cette difficulté, de prouver leur point de vue. Et c'est là qu'on arrive avec Shantarakshita, un penseur immense du 10e siècle, 9e siècle, quelque chose comme ça, ou un 9e siècle. Et donc, on en avait déjà parlé, je crois, à moins que ce soit un dimanche soir, ouais, ça doit être un dimanche soir. Et donc, très grand maître, l'un des abbés de l'université monastique de Nalanda, en Inde, qui était venu jusqu'au Tibet, il avait déjà un certain âge, donc c'était un immense bodhisattva pour aller au Tibet depuis l'Inde, à l'âge qu'il avait, je ne sais pas quel âge il pouvait avoir, mais il était déjà âgé. C'est vraiment un acte de bodhisattva, quoi. Il a permis de donner souffle au bouddhisme tibétain. Donc, en fait, quand on dit bouddhisme tibétain, c'est indo-tibétain, parce que tout vient de l'Inde, en fait. Ok, donc nous allons parler de cela en utilisant la pensée d'un philosophe que vous connaissez probablement, Shantarakshita, qui vécut au 8e siècle. Ah oui, 8e siècle, ok. Une première réponse serait de dire que l'opération négative de la pensée envers son objet n'est pas une notion psychologique, mais épistémologique. Et que ce n'est pas quelque chose que l'on puisse appréhender par introspection. C'est-à-dire que c'est un phénomène un peu caché, en fait, dans le sens où on ne s'en rend pas nécessairement compte. Si c'était psychologique, ce serait négatif, ce serait un peu dans le sens je me sens pas bien quand je pense. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est la pensée procède de manière négative par exclusion, pas négative dans le sens psychologique, etc. Très bien. Donc, pour comprendre, il faut une notion logique ou épistémologique. On peut dire que l'engagement négatif de la pensée vis-à-vis de son objet n'est pas une notion psychologique et que l'examen de ce qui se passe en notre esprit ne nous permet pas forcément de comprendre, parce que c'est un truc presque automatique en fait. C'est un petit peu comme l'autocognition des Sautrantika. L'autocognition, c'est pareil, on n'y a pas accès, on s'en rend compte qu'a posteriori.
Mais on pourrait dire pour la pensée qui fonctionne à la négative, ça pourrait aussi être révélé par un raisonnement, mais pas par une perception directe. Ok. Très bien. Il y a des cas où l'opération négative de la pensée peut se voir facilement. Ben, quand on fait une exclusion manifeste, quand on dit cette table qui n'est pas à moi, là on se rend compte que la conception fonctionne de manière négative. Ouais. Quand on dit cette table qui n'est pas à moi, est-ce que c'est une négation ou une affirmation? Une information. Un Ouais. négatif Ce n'est affirmatif. pas à moi. Oui, très bien. Donc, c'est une affirmation en effet, mais est-ce que le phénomène en question est positif ou négatif? Négatif. Il est négatif parce qu'on dit cette table qui n'est pas à moi. Ouais. Donc on affirme la table et on nie qu'elle soit à moi. Donc on nie, on a une négation. Donc cette table, du coup, devient un phénomène négatif. Il devient une négation. Ouais. Très bien. Donc quand on dit négation, en fait, c'est pas uniquement de l'ordre de la verbalisation. Quand on dit oui ou non, par exemple. Quand on dit non, c'est une négation. Quand on dit oui, on a une affirmation. Mais ça, c'est au sens verbal, purement verbal. Et chez les hindous, c'était comme ça, en fait. Quand, chez les brahmanes, par exemple, ils avaient des règles. Ils avaient des règles, ils disaient, bah, les brahmanes n'ont pas le droit de boire de la bière, etc., etc. Et donc pour eux, c'était qu'une simple négation dans la formulation. Ouais. Alors que pour les bouddhistes, le brahman qui n'a pas le droit de boire de la bière, c'est lui la négation. C'est lui le phénomène négatif. C'est pas que verbal, ouais. C'est le référent de la verbalisation qui est un phénomène négatif. Ouais. Oui, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Très bien. Donc chez les hindous, c'est uniquement de l'ordre de la verbalisation. Quand on dit bah, vous avez le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. Quand on dit vous avez le droit de faire ça, c'est une affirmation. Vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est une négation. Et donc ça, c'est uniquement verbal. Alors que chez les bouddhistes, c'est le référent de ça qui devient une négation ou un phénomène affirmatif. Ouais, très bien. Ok. Donc ce sont les cas dans lesquels nous n'avons pas d'accès direct à l'objet. Si on vous parle de quelque chose d'abstrait ou de tout nouveau, soit on vous donne l'exemple de quelque chose de similaire, ce qui est une approche plutôt positive, soit on vous dit ce que ce n'est pas, ce qui est une approche négative. Il se trouve qu'il s'agit de quelque chose de très abstrait. Pardon. Il se trouve que s'il s'agit de quelque chose de très abstrait, l'approche négative va être la seule qui pourra marcher. Au niveau de l'observation, il est clair que l'élément négatif est là. Il est clair également que l'introspection de notre processus de pensée ne nous montre pas que toute pensée est négative. Il faut donc procéder de façon différente. Il y a également la charge de la circularité. Donc pour l'aspect négatif, en fait, c'est que c'est tout simplement pas nécessairement perceptible. Par exemple, quand on perçoit cette table, de toute façon, elle reste l'exclusion de toutes les autres. Vous êtes d'accord? Oui. Et donc, quand on l'aperçoit, notre conscience visuelle ne dit pas cette table qui est l'exclusion de toutes les autres. Donc, c'est implicite. Ça veut dire que cette table continue d'être l'exclusion de toutes les autres, mais quand on voit cette table explicitement. C'est tout. Et donc, l'aspect d'exclusion de toutes les autres tables, c'est uniquement implicite. C'est pourquoi on ne va pas se dire bah, la conscience visuelle, elle fonctionne à la négative, etc. Pas du tout. Elle passe par l'affirmation, la conscience visuelle. Elle s'engage de manière collective ou de manière affirmative. Oui. Oui. Ouais. Tout simplement parce que l'élimination ou l'exclusion se fait de manière implicite. Et donc ça, on serait tenté de se dire, bah, puisque je ne ressens pas l'exclusion, elle n'existe pas. Elle existe quand même, sauf qu'on ne s'en rend pas compte. Elle existe dès l'instant où on choisit de voir cette table, on choisit nécessairement de ne pas regarder les autres. Oui. Nécessairement. Mais c'est implicite dans ce cas-là. Très bien. Donc ça, c'est pour répondre à cet aspect d'affirmation et de négation. Et ensuite, pour la circularité, également la charge de la circularité qui est une question bien réelle. Comment Chantalakshita se sort-il de cette impasse? Il fait la différence entre deux sortes de négatifs ou de négations. Je vais utiliser le mot négatif plutôt que négation, mais en fait, il n'y a pas de différence. On dit gakpa en tibétain ou pratisheda en sanskrit, ça veut dire négation, tout simplement. Ouais, très bien. Ok, simplement, pour bien comprendre qu'on ne parle pas de mots, mais d'objets tels qu'ils sont conçus par la pensée. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour les brahmanes, c'est que des mots. Une négation, c'est non, par exemple. Alors que pour les bouddhistes, c'est le phénomène en question. Quand on dit cette non-table,
Quand on parle de cette télé, par exemple, cette télé est une non-table, et ben cette télé est un phénomène négatif quand on dit c'est une non-table. Ouais. Donc la non-table n'est pas que la négation purement verbale, c'est le phénomène en question. Très bien. Il y a donc le négatif non affirmatif et le négatif affirmatif. Qui a les définitions? Ok. Donc on ne va pas donner les définitions, mais elles sont données en détail à Jepong Gomang, surtout dans le Sedura. Ils donnent beaucoup de définitions. Ils sont très, très forts pour les négations, en fait. Et donc ils donnent souvent les définitions. Déjà, une négation. C'est quoi la définition d'une négation? On l'avait vu la dernière fois. Exactement. En fait, souvent, je pose des questions, c'est juste pour que j'ai le temps de boire mon café. Ok, très bien. Donc, une négation. Donc, pour la Madhya elle est plus facile en fait. C'est Ranzing le Rangi ga ja ngusu chebe gonet topar jawa. Et donc, ça veut dire que c'est ce qui est réalisé par la conscience qui l'appréhende au moyen de l'élimination explicite de son objet de négation. Donc, comme on l'a dit, lui, il ne met pas explicite, mais il faut le rajouter. Et on pourrait dire... Alors, est-ce que tu peux répéter ce qui est réalisé par l'objet, par la conscience qui l'appréhende? Qui l'appréhende au moyen de l'élimination explicite de son objet de négation. Voilà, ok. Ouais. Voilà, ça. Très bien. C'est-à-dire que s'il n'y a pas explicite, eh ben, ça pose problème. Parce que cette table est l'élimination de toutes les autres tables. Et donc, cette table devrait nécessairement être un phénomène négatif alors. Mais cette table n'est pas une négation parce qu'elle est l'élimination implicite de toutes les autres tables. Elle n'est pas l'élimination explicite. Si on dit cette table qui n'est pas les autres tables, là c'est sûr, on a une élimination explicite. Et là, on a une négation. Cette table devient un phénomène négatif. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Ou cette table qui n'est pas à moi, ou cette table qui n'est pas ronde, etc., etc. Donc là, on a des phénomènes négatifs. Cette table devient nécessairement un phénomène négatif parce que c'est la façon dont nos consciences conceptuelles excluent explicitement quelque chose ou pas. S'il n'y a pas d'exclusion explicite de quelque chose, c'est une affirmation. S'il y a une exclusion explicite de quelque chose, c'est une négation. Ouais. Oui. D'accord. Très bien. Et donc, dans le Sedura, il dit à peu près la même chose. Il dit Rang musu torpele, rang igaja musu chene torgobechu. Un phénomène qui doit être réalisé par l'élimination explicite de son de négation par la conscience qui le réalise explicitement. Donc, c'est la même chose. Ils rajoutent musu, là, ils disent explicitement. Mais on devrait rajouter en fait une conscience conceptuelle, parce que c'est les consciences conceptuelles qui éliminent explicitement un objet ou pas. Ouais. Donc ça veut dire que les consciences visuelles, auditives, olfactives, la conscience d'un Bouddha, etc., n'est pas conceptuelle. Et la conscience d'un Bouddha peut éliminer quelque chose. Mais en fait, nous, on parle entre nous d'êtres ordinaires, etc. Et donc, les êtres ordinaires, c'est que la conception qui exclut explicitement quelque chose ou pas. Ouais? Oui. Ok. Ça va peut-être un peu trop vite parfois, non? Ça va? Ok. Très bien. Donc, sinon, n'hésitez pas à revoir la vidéo. Normalement, il y a un enchaînement assez logique, mais bon, j'en suis pas très certain. Ok. Très bien. Donc, on a les négations. Ok, ça c'est que la négation pure et dure. La négation, c'est la définition d'une négation. Donc c'est ce qui est réalisé par une conscience conceptuelle en éliminant explicitement l'objet négatif. Voilà, exactement. Là, on a une définition correcte. Parfait. Ça veut dire un phénomène qui doit être réalisé au moyen de l'élimination explicite de son objet de négation par la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Ouais, très bien. Ok, si on a conceptuel, normalement, ça joue. Mais c'est vrai que pour les autres définitions qu'on a données, ils ne mettent pas conceptuel, mais ça tombe sous le sens, normalement. C'est parce que c'est implicite, mais c'est pas très grave. Là, au moins, on est sûr de tenir la route en disant ça. Ok, très bien.
Et donc ça, c'est une négation. Maintenant, il y a différents types de négations. Il y a des négations affirmatives et des négations non affirmatives. Ouais, Mhm. très bien. Par exemple, des exemples de négations non affirmatives. Il n'y a pas de cendrier sur cette table. Voilà. L'absence de cendrier sur cette table. L'absence de cendrier sur cette table est une négation. Oui, Non affirmative. ouais, On ne très dit pas bien. ce qu'il y a à la place. Ok. Et donc, c'est une négation non affirmative. Très bien. Est-ce que tout le monde est d'accord? Non, je ne saisis pas. Ok. Donc, la définition d'une négation non affirmative, c'est une négation qui, en lieu et place de son objet de négation, on n'affirme rien d'autre. D'accord. Ouais. On n'affirme rien d'autre en lieu et place de son objet de négation. Certains vont D'accord. donner une définition un peu plus grande en disant on n'affirme aucun autre phénomène affirmatif ou négatif à la place, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. On peut simplement dire qu'il n'affirme rien d'autre. Très bien. Ça veut dire que, en effet, quand on dit, par exemple, dans ce temple, il n'y a pas de chien, donc ça veut dire que l'absence de chien C'est la seule existe. chose qui est, voilà, c'est la seule chose qui est affirmée. Exactement. Tout à fait. D'accord. En fait, l'absence de chien, donc, bien sûr qu'on affirme toujours quelque chose d'un certain point de vue, parce que pour parler, on doit affirmer. C'est-à-dire que si on nous demande est-ce que ça te dérange si je prends cette table, on va dire non, ça ne me dérange pas. Très bien. Donc quand on dit non, on affirme non, vous êtes d'accord? Parce on verbalise non. Ouais. Mais quand on parle de l'affirmation, c'est pas de ça qu'il s'agit, parce que de toute façon, on doit affirmer pour s'exprimer. Donc en fait, c'est est-ce que en lieu et place de l'objet de négation, on affirme quelque chose ou pas? Quand on dit il n'y a pas de chien dans ce temple, est-ce qu'on affirme ce qu'il y a dans le temple? Non. Non, on On n'affirme affirme rien. l'absence. Ouais. En fait, Mais on pourrait dire qu'on affirme l'absence, la vacuité alors du chien. on affirme l'absence, mais pour qu'on fasse la distinction entre une négation affirmative et une négation non affirmative, c'est que pour la négation affirmative, il faudrait qu'on affirme quelque chose à la place de l'objet de négation. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit, à la place de l'objet de négation. Parce que qu'on dise oui ou non, on affirme de toute façon. On prononce quelque chose. Donc on affirme, quand on dit je dis non, j'affirme ne pas être d'accord, je dis non, etc. On affirme le non. Mais on ne dit pas ce qu'il y a à la place du non. Donc c'est pour ça que quand c'est affirmatif ou non affirmatif, c'est est-ce qu'on dit quelque chose à la place de l'objet de négation? Oui. Sinon, n'importe quelle négation serait affirmative, puisqu'on est obligé d'affirmer le non. Ouais. Oui. Donc, en fait, toute négation n'est pas affirmative. Pourquoi? Parce que toute négation n'implique pas un phénomène en lieu et place de son objet de négation. Ouais. On dit par exemple, il n'y a pas de sel sur la table. On ne dit pas ce qu'il y a sur la table. Ouais. On dit juste, il n'y a pas de sel. Et donc, si on n'affirme rien en lieu et place de l'absence de sel, à ce moment-là, on a une négation non affirmative. Oui. Okay. Ouais. Oui. Très bien. Maintenant, si on dit un jus de fruits sans sucre ajouté, est-ce que c'est une négation ou pas? C'est une affirmation. On dit qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Ouais. C'est un négatif affirmatif. Voilà. Parce qu'on affirme quelque chose d'autre que de l'objet dont on parle. Voilà. Donc c'est une négation. Pourquoi? Parce qu'on dit sans sucre ajouté. Donc on nie le sucre ajouté. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Le jus de fruits sans sucre ajouté, c'est une négation. Maintenant, entre négation affirmative et non affirmative, c'est une négation affirmative, puisqu'on affirme le jus de fruits. Ouais. Oui. Le jus de fruits sans sucre ajouté. Ouais. Ou une colline sans sapin. Une colline sans sapin. On affirme la colline et on nie les sapins. Voilà. Et donc, c'est une négation affirmative. Ouais. Waouh, bravo. Excellent. Très bien. Donc, on essaiera de creuser le sujet la prochaine fois parce que c'est ce qui nous permettra de bien comprendre les exclusions mentales et les exclusions qui sont des phénomènes spécifiquement caractérisés. OK?
Ok. En tout cas, bravo, bravo, bravo. Et donc, ce sera la prochaine fois dans 3 semaines. Donc, on a dit le 8 octobre, je crois, c'est ça? Parce 8 que, octobre. voilà, il y aura des vacances entre-temps. Il y aura un programme bouleversé entre-temps. Mais on reprend le 8 octobre. OK? Merci On a beaucoup. le temps de bien réviser, super. Vous aurez le temps de réviser. Très bien. Et à 15 heures pour les débats, si vous voulez. Merci. Ok, merci beaucoup, bonne Bonne journée à journée. tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bye bye.